Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce deuxième panel de la matinée et qui s'intéresse aux thématiques comment soutenir les jeunes investisseurs et entrepreneurs pour l'atteinte des objectifs de la couverture sanitaire universelle. Je m'appelle Papa Salih Sow, je suis médecin et membre du comité scientifique du Forum Galien. Et je voulais vraiment remercier Madame la ministre d'État et tous les membres du comité scientifique de m'avoir donné cette opportunité de modérer cette session qui est d'une importance capitale, qui s'intéresse essentiellement à comment est-ce que les jeunes investisseurs peuvent contribuer à l'amélioration de l'atteinte de la couverture sanitaire. Et quand on parle d'atteinte de la couverture sanitaire, c'est atteinte à des soins de qualité, quel que soit le niveau socio-économique, quelle que soit la zone géographique, etc. Et dans cette atteinte de la couverture sanitaire, c'est vrai, le capital humain du secteur de la santé est important, mais aussi et surtout tout ce qui tourne, toutes les technologies qui vont faciliter à cet accès de soins de qualité. Et aujourd'hui, nous avons des innovateurs, mais à côté aussi, nous allons avoir des investisseurs qui vont voir comment soutenir toutes ces idées sur le plan des innovations pour améliorer réellement l'accès à la couverture sanitaire universelle. Donc, je voulais tout donner sur le déroulé du panel. Nous avons le représentant, le professeur Amadou Galé Diop, qui est le directeur de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur, qui va faire son mot d'introduction en 5 minutes. Et après, nous donnerons successivement la parole aux différents investisseurs ici présents pour parler de leur innovation, mais surtout parler de leurs défis dans la mise en œuvre de ces innovations. Et après, nous avons une série d'investisseurs qui vont participer soit en présentiel ou bien en virtuel pour répondre aux questions, poser des questions ou bien des demandes de clarification aux investisseurs et aussi nous en profiter pour nous dire comment eux, ils voient leur place pour soutenir les investisseurs et contribuer à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Donc, sans plus tarder, nous avons un temps qui est très, très limité. C'est pour ça que je demanderai aux différents intervenants de respecter les 5 minutes qui leur sont allouées afin qu'on puisse avoir à la fin un débat très riche et enrichissant avant de clôturer ce panel. Donc, je vais sans plus tarder donner la parole au professeur Amadou Galé Diop, qui est le directeur général de la recherche et de l'innovation au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Professeur Gallo, vous avez la parole pour 5 minutes. Bien, merci Salif. Je note bien les 5 minutes qui ont été répétées 4 fois. Ça veut dire que
On n'a pas le droit de mettre une seconde de plus. Donc, je vais aller straight away. Je suis le professeur Amadou Gallo Diop. Je suis plutôt médecin dans le domaine des neurosciences. Actuellement, depuis 2 ans, directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur. Et le professeur Moussa Baldé, qui a dû voyager soudainement, qui m'a demandé de venir d'essayer de le suppléer. Je salue respectueusement notre cher aîné et tous les membres du comité d'organisation. Je voudrais dire 4 ou 5 choses dans ces 5 minutes. La première chose, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde, dans toute l'histoire de l'humanité, qui s'est développé, qui a prospéré, qui a survécu sans avoir investi dans la recherche et l'innovation. Il n'y en a pas. Que ce soit l'Europe, le Japon, la Malaisie, il n'y en a pas. La deuxième chose, il y a 2 directions. Soit on cherche, on trouve, on crée, on innove, on développe et on se développe et on survit très longtemps. Soit on ne le fait pas, on disparaît, on va être phagocyté par ceux qui font de la recherche, qui innovent, qui trouvent et qui investissent. C'est aussi simple que ça. Le constat que nous avons fait, c'est que la recherche dans nos pays est complètement dispersée dans plusieurs institutions, dans plusieurs ministères. Les chercheurs, donc innovateurs, ne se connaissent pas. Ils ne savent pas vendre leur envie, leur rêve aux politiques qui ne vont pas investir dans un domaine qu'ils considèrent comme virtuel et sans choses concrètes pouvant sortir de là, ce qui n'est absolument pas la réalité du tout, parce que la recherche et ce qu'elle induit, l'innovation, sont des impulsions puissantes de toute forme d'économie. Ce qu'il faut faire, c'est, premièrement, de booster ce secteur par non seulement des infrastructures et une politique de recherche structurée, mais surtout très ouverte à toutes les composantes. Deuxièmement, c'est d'améliorer le contact qu'il doit y avoir entre l'université, donc chercheurs et autres, et la communauté, parce que la communauté elle-même ne sait pas ce qui se fait dans nos universités, améliorer le contact entre les chercheurs et les investisseurs et par conséquent les industriels. Et je peux vous assurer qu'en faisant cela, on crée un marché puissant, attractif. On a plusieurs exemples qu'on peut citer dans ce cadre-là. Le chef de l'État nous a reçus le 7 avril 2022 pendant 8 heures de temps. Je dis bien 8 heures de temps. Toute la communauté universitaire et de chercheurs. La commande qui en est sortie, c'est la confection d'un plan stratégique national pour la recherche et l'innovation. Ce qui a été fait est remis. Nous attendons juste ces instructions qui doivent permettre de mettre en place, entre autres observateurs, l'Observatoire sur les sciences, les techniques, l'ingénierie et l'innovation. Avec son corollaire, un fonds national pour la recherche et l'innovation. On ne peut pas continuer à avoir des ressources humaines aussi puissantes dans nos pays et laisser encore se dérouler une fuite extraordinaire de cerveaux, mais d'une puissance de création. Il n'y a aucun pays développé au monde où vous n'allez pas trouver des ressources africaines qui ont un niveau de compétence que vous ne pouvez pas imaginer. On doit pouvoir les attirer dans nos pays, dans un environnement amélioré, avec des moyens structurés, partagés de manière claire, démocratique et transparente. Et je peux vous assurer que dans les 10-15 prochaines années, l'Afrique peut devenir un terrain extraordinaire de recherche et d'innovation utile à son développement. Voilà en 5 minutes, 2 secondes ce que je pouvais dire pour introduire ce panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour ce mot introductif. Ça, c'est les bio.
Merci beaucoup et qui montre réellement la place de l'innovation et de la recherche et surtout le rôle de nos gouvernements pour soutenir cet environnement et mettre ça en place pour que ça soit une réalité. Maintenant, c'est un plaisir d'introduire les différents innovateurs qui sont là et qui vont participer à ce panel. J'ai M. Abdul Aziz Ben Mayoro Diop, CEO de Saint-Vital. Merci beaucoup, M. Diop. J'ai le docteur Rajé Hamini de l'Université Ibn Toifal Kenitra au Maroc. J'ai M. Walter Fiacre du Centre national de recherche scientifique et technologie du Gabon. Merci beaucoup. Ah, vous êtes là-bas. Merci beaucoup. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. J'ai Brenda Natongo, qui est de l'Ouganda, qui va participer en virtuel. J'ai Madame Ilham Chabal. Est-ce qu'elle est là? Oui, merci beaucoup, Madame. Et j'ai Imodoy Abhoro du Nigeria qui va participer aussi en virtuel. Et pour les investisseurs, nous avons M. Hatim Cheraibi, directeur consultable de SPY, qui est aussi en virtuel. Et Madame Mam Abissey, merci beaucoup, Madame de la DER, d'être venue et de participer à ce panel-là. J'ai Carolina Wok, directrice associée Innovation Santé Globale, Grand Challenge du Canada, qui va participer en virtuel. Et finalement, Madame Day Absanying, de la Banque africaine de développement, Jeunes et développement des compétences. Merci beaucoup, Madame, pour votre présence. Donc, comme je l'avais dit, nous allons donner la parole aux différents investisseurs pour nous présenter en 5 minutes leur innovation et les défis auxquels ils font face. Et après, nous donnerons la parole aux investisseurs qui vont poser des questions et peut-être aussi en profiter pour nous présenter qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ces innovateurs et à ces entrepreneurs. Donc, sans plus tarder, M. Abdul Aziz Ben Mayoro Diop, CEO de Saint-Vital du Sénégal, je vous donne la parole pour 5 minutes. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Nous sommes très ravis de pouvoir participer. Donc, je m'appelle Ben Diop, donc CEO et cofondateur de la startup Saint-Vital SH. Donc, pour nous, tout a commencé en 2019, lorsqu'on avait perdu des êtres proches dû à certains manquements. En fait, il faut savoir aujourd'hui en Afrique, le constat, il est là. On a moins d'un professionnel de santé pour 1000 habitants. En zone rurale, l'accès à un professionnel de santé est difficile. Aujourd'hui, on l'a tous vécu ici. On a tous ici perdu un proche dû à ces différents manquements. En cas d'urgence ou de routine médicale, on ne peut ni accéder facilement aux données de santé, ni à un professionnel de santé. Et pourtant, aujourd'hui, le digital nous offre des opportunités énormes. On a un marché de plus de 3,86 milliards de dollars avec un taux de croissance à 2 chiffres. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé la startup Saint-Vital SH. Donc, Saint-Vital SH, c'est une startup qui est spécialisée dans le domaine de la santé digitale et nous proposons la plateforme Teleware. Teleware, c'est quoi? Teleware, c'est une plateforme aujourd'hui qui vous permet d'accéder à un professionnel de santé partout et instantanément. Donc, comment ça se passe? On peut accéder à la plateforme, prendre rendez-vous auprès d'un professionnel de santé et échanger par vidéo. Et en plus de cela, nous équipons les structures de santé avec des valises et des stations de télémédecine. Et aujourd'hui, avec la valise de télémédecine, nous pouvons, par exemple, au niveau des structures de santé, développer de nouvelles offres comme la télécardiologie, la téléoncologie, la télédermatologie. Avec la valise de télémédecine, aujourd'hui, on peut faire un électrocardiogramme à distance qui peut être interprété par un cardiologue à distance. On peut faire une consultation en dermatologie avec un dermatoscope connecté et le dermatologue se trouve à distance. On peut utiliser un otoscope connecté pour explorer l'oreille. Il y a un moniteur des signaux vitaux multiparamétriques qui permet par exemple de prendre la saturation, la tension artérielle. En tout cas, tous les signaux vitaux, en tout cas qui sont indispensables pour pour un bon suivi. Donc, aujourd'hui, toutes ces données-là sont sauvegardées au niveau du passeport santé du patient. Et au niveau du passeport santé du patient, on a un dossier médical numérisé, un carnet de santé, un carnet de vaccination électronique. Et on peut sauvegarder ces différentes données-là pour le suivi.
Donc, le passeport santé, il est destiné aux personnes vulnérables. Ça peut être la femme enceinte, ça peut être les malades chroniques, je pense aux diabétiques, aux hypertendus. Sachant qu'au Sénégal, on a plus d'1 sur 3 des personnes, donc une personne sur 3 souffre d'hypertension artérielle. Donc, aujourd'hui, pour combler ce manque, la technologie, la télémédecine peut apporter en plus. Donc, en termes de traction, la plateforme a été lancée avec une phase pilote avec 120 000 utilisateurs. Là, nous menons une phase pilote sur la technologie 5G en faisant une synergie avec 2 structures. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de télémédecine sans inclure deux segments: les professionnels de santé et les professionnels qui sont dans le domaine de la télécommunication. La démocratisation de la télémédecine, elle passe nécessairement par le développement d'une offre de connectivité au niveau de nos centres de santé. C'est la raison pour laquelle nous menons une phase pilote sur la télémédecine et un use case cardiologie en collaboration avec le groupe Sonatel et le Centre africain de télémédecine au niveau du CHU de Fann. Et le pilote aujourd'hui intéressera 3 structures: le CHU de Fann, le poste de santé Gaspard Camara et le poste de santé de Mermoz. Là où on n'a pas de spécialistes, on dote une valise au niveau du poste de santé. Et là, ils sont capables de développer de nouvelles offres. On peut faire de la cardiologie, on peut faire un électrocardiogramme, et le cardiologue qui se trouve au niveau du CHU de Fann peut interpréter l'électrocardiogramme, peut monitorer les signaux vitaux aussi en temps réel. Donc, notre objectif, c'est d'être présent au niveau des 79 districts au Sénégal. Un déploiement est en cours à l'international, notamment à Abidjan. Et pour ce faire, la plateforme aussi détient 2 agréments pour la sécurité et la confidentialité des données de la part de la Commission des données personnelles. A été certifiée et référencée par le ministère de la Santé à travers l'initiative d'ANCOVID. Et pour nous, aujourd'hui, startups qui sont dans le domaine de la e-santé, on a vu pendant la pandémie, on a eu à développer des solutions. Par exemple, on a eu à lancer la plateforme PrEV COVID-19 qui était le premier test d'autotest de symptômes en ligne qui est utilisé par l'IRSF du professeur Souleymane Mboup. On a été accompagné par la Banque africaine de développement à travers l'Africa versus Virus. Donc aujourd'hui, si on pouvait avoir un cadre, si je pouvais appeler ça un guichet unique, parce qu'aujourd'hui, pour nous, on est obligé d'aller chercher la certification, l'agrément au niveau de la CDP. On est obligé d'aller au niveau du ministère de la Santé, aller trouver un agrément pour pouvoir déployer. Et pendant cette pandémie, on a vu quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que tous les acteurs telco, le ministère de la Santé, le ministère des Télécoms, ils se sont mis autour d'une table, ils ont créé un comité. Et c'est ce comité-là qui labellisait et certifiait les différentes solutions digitales. Donc aujourd'hui, pour nous, si on pouvait avoir un cadre là pour le suivi, que ce soit sur la partie légalisation, sur la partie labellisation, sur la partie financement, ce serait super et ça nous permettrait, nous, de pouvoir déployer nos solutions facilement et de faciliter les synergies. Donc, comme on le dit chez nous, donc du coup, c'est une équipe jeune composée donc moi-même avec un background en machine learning, big data et business development. On a 2 professionnels de santé, un médecin anesthésiste et un médecin chirurgien cancérologue. Et notre objectif, c'est solutionner, innover, révolutionner, mais le plus important pour nous, c'est de sauver des vies. Merci. Merci beaucoup, M. Diop, pour le partage de cette innovation du numérique dans la santé, notamment le passeport électronique du patient. Une grosse innovation et certainement ça va susciter beaucoup de questions tout à l'heure. J'avais juste oublié en introduction de dire que j'ai un co-modérateur qui est M. Moderek Chibi, qui est actuellement en ligne, conseiller régional pour l'innovation en santé de l'OMS. Chers collègues, merci beaucoup et tout à l'heure, je vous donnerai la parole pour modérer les discussions après la présentation des innovateurs et des investisseurs. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec le Dr Rajer de l'Université à Torfaï de Kenitra. Merci beaucoup. Merci. J'ai un PowerPoint, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le lancer? Donc, je commence le calcul de temps. Non, allez-y. S'il vous plaît. Donc, moi, je suis médecin spécialiste en médecine de travail et l'idée, c'était quoi?
Pour nous, les médecins de travail, on fait un cursus approfondi en matière des intoxications et de substances toxiques. Et je me suis dit, les médecins qui sont en situation d'urgence, les médecins urgentistes et les médecins généralistes notamment, ils font pas dans les études des études approfondies en matière de toxicologie. Donc, qu'en est-il en matière d'une situation en urgence devant un malade qui se présente et qu'on n'a pas suffisamment de données cliniques, de données d'interrogatoire? Donc, s'il se présente seul en situation d'urgence, et on n'a que des symptômes cliniques. Donc, quoi faire dans cette situation? Donc, c'est de procéder à un diagnostic en introduisant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un pré-diagnostic pour le médecin in silico. Ça l'oriente sur la substance toxique qui pourrait être à l'origine de cette intoxication. Bon, moi, j'aime bien parler de la problématique avant de parler de notre solution. Donc, parce que je voulais que notre solution soit une réponse à une problématique de santé publique, notamment au Maroc. Et bien sûr, quand j'ai fait des recherches, je trouvais que c'est le cas aussi de l'Afrique. Donc, on a presque 300 000 décès par an selon l'OMS qui sont dus aux intoxications. 26,4% au Maroc des intoxications sont volontaires. Donc, c'est-à-dire, lorsque la personne, il le fait volontairement, la famille, on ne sait pas généralement de quoi il s'agit et c'est quoi la substance. 7800 décès par an en Afrique sont dus à des intoxications aux insecticides parce que certains insecticides qui sont déjà bannis en Occident sont toujours utilisés en Afrique. 3% des intoxications sont dues à des tentatives de suicide et 20% des suicides, on utilise des pesticides. Donc, ces chiffres sont tellement parlants pour dire que l'intoxication en Afrique, au Maroc et dans les pays de l'Afrique, c'est un problème de santé publique parce que c'est la première cause d'admission en réanimation. Donc, un médecin qui se trouve en situation et en réanimation, devant toute situation, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, le contexte d'intoxication en Afrique, donc, elle est due bien sûr au contexte professionnel. Donc, moi, je suis médecin de travail, je sais de quoi je parle. Les gens qui travaillent n'ont pas cette sensibilité de se protéger. Donc, parfois, les conseils de médecins du travail, pour eux, c'est pour alourdir le processus de travail. C'est pas pour leur santé. Et parfois, ils tombent dans des états d'intoxication. Il y a la pharmacopée traditionnelle, malheureusement, et dans la Covid, on s'est retrouvé devant plusieurs situations, pas de mort due à la Covid, mais à la pharmacopée traditionnelle, notamment intoxication aux girofles et à certaines substances qui sont naturelles, qui ont consommé en excès. Les drogues, bien sûr, c'est la jeunesse. Et au Maroc, on a un phénomène de ce qu'on appelle le majoun. Majoun, ça veut dire que ce sont des drogues composées. Et là, ça pose un problème. On ne sait pas de quoi c'est composé. Donc, à travers ce modèle, on peut prédire les substances toxiques qui sont dedans à travers les systèmes cliniques. Les intoxications médicamenteuses, les faux médicaments en Afrique. Donc, on sait que l'emballage, c'est quelque chose. Et à l'intérieur, c'est une autre substance. Donc, même si le médecin, si on ramène la boîte du médicament, on ne sait pas de quoi il s'agit, quelle est la substance, d'où l'importance de son modèle et va nous orienter vers la substance chimique qui est en cause. Et bien sûr, les pesticides qui sont retirés dans certains pays et qui sont toujours d'usage en Afrique. Donc, on sait qu'en matière de toxicologie, le temps il est précieux. Plus on fait un diagnostic précoce, plus c'est important parce qu'il n'y a pas que le traitement symptomatique à mettre en place, il y a aussi un traitement étiologique, ce qui est le plus important. Donc, soit un traitement antidotique ou bien un chélateur et surtout l'antidotique qui marche très, très bien. Donc, il y a une multitude de toxiques. Donc, le Centre national antipoison marocain, il a recensé jusqu'à une centaine, 100 000 de substances toxiques. Donc, qui est le médecin qui pourrait restituer en situation d'urgence? Quelle est la substance? Tout ça, toute cette littérature que j'ai passé une année à analyser, c'est tellement complexe. Et bien sûr, le coût, on s'acharne à faire les examens biologiques pour détecter les toxiques. C'est très lourd parce qu'on doit aller cibler si on a à faire des examens biologiques parce qu'on est aussi devant un système d'assurance maladie qu'on doit protéger et d'une notion de maîtrise médicalisée des dépenses. Voilà pourquoi on a pensé, j'ai pensé spécialement à ce modèle d'intelligence artificielle. Donc, j'ai travaillé sur la data du Centre national marocain d'antipoison. Donc, une série de la période de 1981 à 2014. Et là, je parle de la data parce que là, j'ai un message à transmettre. C'est pour ça que j'ai mis des slides sur la data.
toutes les régions du Maroc et tous les âges. Voilà à quoi ressemblait la data sur laquelle j'ai travaillé, des données non structurées. Donc voilà, si vous voyez les symptômes, parce que la partie symptômes, c'est elle qui est importante pour moi. J'ai dû la revoir, j'ai dû la retravailler 29 000 lignes à revoir une par une pour pouvoir converger et préparer ma data pour développer mon modèle. Donc, j'ai bien sûr fait des critères d'exclusion. Quels sont mes critères d'exclusion? Bien sûr, j'ai exclu les cas asymptomatiques. Donc, les gens qui viennent sans symptômes, moi, j'ai besoin de symptômes pour pouvoir détecter. Donc, la dose toxique n'est pas suffisante pour pouvoir créer un modèle. Je supprimais les données incomplètes. Parfois, je trouve que le médecin, tellement n'a pas trouvé la substance toxique, il a laissé la case vide. Donc, absence de la substance toxique, c'est une ligne à éliminer. Les malades agonisants, parce que c'est déjà en état de mort clinique, c'est pas la peine de tourner la machine sur quelque chose qui ne va pas marcher. Les symptômes minimes, par exemple, qui ne sont pas parlants. Les causes évidentes, par exemple, les piqûres de scorpion, on sait que quand il vient avec une piqûre de scorpion, j'ai pas besoin de modèle informatique pour faire la détection. Les incohérences, par exemple, j'ai trouvé des lignes et des métroragies chez l'homme. On sait que le métroragie n'arrive pas chez l'homme, donc c'est éliminé. C'est une donnée biaisée et de données non conformes avec les données de la littérature. C'est pour ça que j'ai travaillé bien la littérature médicale. Donc, pour trouver l'output, data beaucoup plus clean, beaucoup plus clair, avec plus de 11 groupes de classes toxiques, donc les plantes, les médicaments, les produits ménagers, les pesticides et tout ça. Plus de 150 substances toxiques, donc parce que je travaillais sur la data marocaine, et là, j'appelle à ce qu'on converge vers une data africaine, et un hub africain, c'est quelque chose qui va rassembler tous les éléments, parce que les chercheurs, ils auront besoin de données de tout le continent pour développer des solutions qui pourraient servir tout le continent africain. Parce que mon modèle, il y a la possibilité d'adaptation de l'application avec la data donc, dans chaque région. Et d'ailleurs, je l'ai développé en anglais pour pouvoir donner accès à tout le monde. Donc, je sais que le médecin, il est en situation d'urgence. Donc, devant un malade qui est dans un état critique. Donc, j'ai fait un modèle qui permet, dans un temps record, de donner les résultats. Donc, c'est pour ça, il ne va pas s'acharner à remplir plusieurs zones, plusieurs champs. Ça va prendre du temps. J'ai fait un temps record en regroupant les symptômes, en prenant les symptômes qui sont bien sûr plus fréquents et sont importants, comme les céphalées, sont fréquents en intoxication, le vomissement. Mais j'ai pris aussi les symptômes qui sont les plus pertinents, parce que l'hyperthermie, ça va aider le modèle à orienter vers les substances chimiques qui font cet état, ces symptômes. J'ai fait aussi des groupements des troubles qui se rapprochent pour pouvoir aboutir à une application qui est de ce type. Donc, pour vous aider au diagnostic en moins de 10 secondes. Donc, vous remplissez rapidement en tant que médecin l'application pour aboutir à des résultats comme ça. Donc, il met les symptômes oui, non, donc rapidement. Et il y a des champs cliquables. Elle va me donner le pourcentage. Donc, c'est une orientation, j'ai mis jusqu'à 5 toxiques avec le taux de probabilité. Voilà le plus probable, le deuxième et le troisième. Et comme ça, elle va être bien orientée dans sa démarche s'il demande des examens complémentaires. Merci. Voilà, elle a été bloquée, mais malheureusement, elle a été bloquée sur la slide que j'adore le plus pour vous montrer le groupe de travail, parce qu'il n'y a pas que moi, bien sûr. Il y a mon professeur, Abdelmejid Souleymani, que je salue, et le professeur en informatique, Dr Ghanim Fdoua, qui est aussi prof d'informatique en école de chimie à l'université Ibn Tofay, et bien sûr mon collaborateur qui est Khalil Chouikri, qui est aussi un doctorant en informatique. Donc, bien sûr, moi j'adore le travail de groupe, et c'est ça la force du travail. Et enfin, il y a une charte ici que j'ai dit qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt et que les données ont été traitées en conformité avec la confidentialité. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Rajé, chers collègues. Certainement, tout à l'heure dans la partie discussion, vous allez nous donner la validation scientifique de cet algorithme, sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives pour
la validation scientifique. Et certainement aussi, je voulais demander au professeur Gallo Diop, qui certainement prend note et qui dirige la recherche et l'innovation, qui pourra aussi réagir sur toutes ces innovations que nous sommes en train d'écouter de la part de ces innovateurs. Monsieur Walter Fiacre, du Centre national de recherche scientifique et technologie. Monsieur, je vous donne la parole, oui, pour 5 minutes. Partagez avec nous votre innovation dans le cadre de ce panel-là. Oui, bonjour à tous. Je suis Walter Fiacre Dungindi, donc docteur en sciences du bois et des fibres. Oui, donc je disais, je suis docteur en sciences du bois et des fibres, donc j'ai fait mon doctorat à l'Université de Lorraine en France. J'ai travaillé sur le traitement du bois à l'aide des résines, donc j'ai analysé. Et une fois arrivé au Gabon chez moi, donc j'ai décidé, vu l'impact et surtout l'utilisation abusive des insecticides chez moi, qui sont bien évidemment toxiques pour l'homme et son environnement. Et j'ai projeté donc l'utilisation des produits que j'ai mis en place, donc la résine d'Okoumé. Donc la résine, c'est donc cette substance que l'arbre exude lorsqu'elle se sent attaquée. Donc j'ai apporté l'échantillon ici. Donc et durant mes travaux de thèse, j'ai analysé la résine et je l'ai associée avec un solvant organique, pas toxique. Et j'ai fait donc des tests avec ce produit que voici. Et donc, les résultats, bon, dommage que la présentation ne passe pas. Et donc, les résultats ici sont donc très intéressants, où je tenais à vous présenter ce produit que j'ai appelé Walfen. Et donc, du coup, j'attends très bien vos interventions pour être bien plus précis. Je vous remercie. Vous avez été si généreux, il vous reste 3 minutes parce qu'on aimerait bien mieux comprendre le produit, sa composition, qu'est-ce que ça donne, etc. Oui, comme je disais, il n'y a pas de... En fait, là, j'avais présenté la composition chimique dans ma présentation. En fait, le produit, il est composé des monoterpènes et des triterpènes. Voilà, des triterpènes. Donc, ici, c'est la résine, ici, que je mélange avec un solvant organique, donc de l'éthanol, à une concentration bien précise. Et oui, donc à une concentration bien précise. Et donc, c'est ce produit que j'utilise pour tester, bon, enfin, tester avec les termites, avec les cafards, avec les moustiques, avec les mouches et les araignées, en fait, tous ces insectes-là qui sont donc déjà des insectes de maison, enfin, qui nous envahissent dans nos maisons, hein, voilà. Et comme souvent l'usage des insecticides qu'on utilise chez nous, souvent on demande de libérer la salle pendant 15 à 30 minutes pour que le produit puisse d'abord un peu s'échapper. Donc moi ici, j'apporte un produit que l'on pourra utiliser sans pour autant faire tous ces allers-retours. Voilà, donc c'est juste de la résine, hein. Donc l'exudat d'un arbre que je mélange avec un solvant organique. Et donc, à l'intérieur, comme la composition chimique, ce n'est que des monoterpènes et des triterpènes. Voilà. Bravo, merci beaucoup, merci beaucoup. Tout à l'heure également, la même question, la validation scientifique, la démarche pour démontrer que c'est un produit qui marche et qui n'est pas du tout toxique. Au niveau de l'environnement, également au niveau humain. Je vais maintenant donner la parole à ceux qui sont en ligne ou bien on continue en présentiel, Nabou? En ligne. Voilà, donc c'est Brenda Natongo de l'Ouganda qui est le CEO, the Head of Engineering en Ouganda. Dear colleague, you have the floor for 5 minutes. To present your innovation. Can I share my screen? Yes, you can, please. Yes, so once again, hello everyone. My name is Brenda and I am the CEO at Curry Health.
Our company empowers entrepreneur nurses to start healthcare businesses in villages where there is no healthcare infrastructure. And we use technology to bring doctors to these clinics. On one hand, of Uganda's population, Uganda has over 60,000 villages, and more than a third of these don't have access to a healthcare facility within a 20-kilometer distance. So pregnant women and sick people must walk these long distances so that they can access any healthcare. On the other hand, nursing schools keep churning out passionate and qualified nurses faster than the government and the private sector can absorb, leading to thousands of nurses to be unemployed or start unsustainable clinical businesses in towns and cities. As you can guess, the sickness and death that results from this situation is unprecedented. For example, in Uganda alone, we lose over 25,000 infants and 5,000 mothers every year to easily treatable complications. And this is one of the reasons why we started Caro Health. And since then, we've helped 78 nurses to start and operate highly impactful community clinic businesses in villages that previously had no existing healthcare infrastructure. These nurses help 150 moms to deliver safely every month, and our clinics network combined serves a population of over 200,000 people. So we provide these nurses with our infrastructure in form of fully equipped solar-powered container clinics, technology to deliver remote consultations, logistics through drug deliveries, and training to enable them manage their businesses sustainably. Caro Health provides these nurses with a telehealth connected container clinic and charges a 1 monthly infrastructure fee of $330 in order to acquire the clinic over a 5-year period. The nurse also pays an on-demand remote consultation fee of about $3.9 per consultation they request from a hub of clinic officers. We also earn some income from delivering drugs and medical supplies, as well as equipment repairs and maintenance. This year, we are on track to exceed a $900,000 revenue mark after making a great recovery in 2021 after COVID, and our nurses' average revenue has also recovered and exceeded pre-COVID levels. So we expect the clinics to average $1,800 in monthly recurring revenue. It might seem like we have achieved a lot so far, but compared to the market opportunity in Uganda, the East African region, and Africa at large, we've barely scratched the surface. And currently, we are finalizing the design of a brand new clinic version, which will be launched next month and rolling out throughout the new year, 1 clinic a month. We are also raising $1 million in order to make this ambitious expansion plan a reality. And we hope that well-wishers, partners, grantors will be part of our growth strategy, since this opportunity will provide us with much needed capital to scale this out to more nurses and villages. Thank you for Caro Health. Thank you, Brenda, for sharing this innovation, Caro Health in Uganda. Thank you so much. Next speaker, c'est Madame Ilham. Vous avez la parole, Madame, aussi, du projet ANAM 3AK du Maroc. Alors, bonjour. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation de m'avoir accordé d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Kshbel Ilham, ingénieure informaticienne et doctorante en première année à l'École supérieure de technologie du CEFI. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter notre projet ANAMAC. Je suis avec vous, élaboré par l'union de 3 disciplines, incluant des médecins, des biologistes et des informaticiens de l'université Qadaiya. Il s'agit en effet du développement d'une application qui est dédiée spécialement aux femmes atteintes d'un cancer du sein localisé et au sein du service d'oncologie médicale du CHU Mohamed VI de Marrakech.
Afin d'élaborer ce projet, nous avons pu former une équipe multidisciplinaire qui comprend le service d'oncologie médicale du CHU Mohamed VI de Marrakech, l'Observatoire académique de la santé de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech et le laboratoire des procès signaux et systèmes industriels et informatiques de l'EST de Safi. Alors, le principal défi à relever était de trouver un moyen de traduire le langage médical en langage informatique, puis le retraduire en langage compris par les patients et d'assurer la communication entre les deux parties. La chose qui a nécessité un travail acharné et un effort considérable. Alors, en guise d'introduction et pour une meilleure compréhension, nous allons exposer une vidéo réalisée par Dr Farah Chouli expliquant l'intérêt de notre projet et son impact sur la prise en charge du patient. Bonjour tout le monde, je me présente Farah Chouli, doctorante à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. J'ai le plaisir de vous introduire aujourd'hui le but de notre projet, de l'application Anamag, qui veut dire « Je suis avec toi ». Tout d'abord, et grâce aux nouvelles technologies qui ont apporté des avancées dans tous les domaines, particulièrement celui des télécommunications, nous sommes devenus de plus en plus connectés. La révolution de l'intelligence artificielle, qui est un domaine de recherche en plein essor, basé sur le Big Data, entraîne de nos jours des changements prometteurs au niveau du secteur de la santé, tout en visant à assister les professionnels de la santé face à une augmentation exponentielle des données sur chaque personne, sur chaque patient, et compliquant ainsi leur prise en charge. Parmi les problèmes majeurs de la santé publique, le cancer du sein occupe une place très importante car il s'agit du cancer le plus fréquent chez les femmes au monde. Au Maroc, plus de 35 000 personnes sont diagnostiquées chaque année d'un cancer du sein, mais malgré ceci, le Maroc a déployé des efforts considérables pour suivre l'évolution mondiale des avancées médicales. C'est ainsi que plusieurs traitements incluant la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées et l'immunothérapie ont été introduits au fil du temps et ont considérablement augmenté la survie. Néanmoins, en parallèle avec la survie, il ne faut pas oublier que n'importe quelle thérapie engendre des effets secondaires qui peuvent être néfastes à la santé et à la vie d'un patient. C'est pour cela qu'un suivi quotidien des patients demeure essentiel. Alors, au sein de notre service d'oncologie médicale du CHU Mohamed VI de Marrakech, et malgré les circonstances difficiles, notamment le nombre croissant des patients recevant des soins, le manque de temps et de personnel médical, et parfois même les ruptures de stock de thérapie, le personnel de santé continue de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour répondre aux besoins de leurs malades. Par conséquent, il est tout à fait logique que dans ces conditions, le suivi des patientes au quotidien représente une difficulté qui est très importante, d'où l'idée de développer une application pour le suivi de ces patients. Nous nous sommes donc intéressés dans un premier temps au suivi des patients atteints d'un cancer du sein et qui traitent par chimiothérapie. Étant donné que la chimiothérapie est souvent pratiquée en ambulatoire, les patients ont moins de temps pour se renseigner sur leur maladie et leur traitement. Ils sont également contraints de faire face à la majorité des effets secondaires à domicile, sans l'aide directe de professionnels de la santé, ce qui augmente l'anxiété et un sentiment de manque de contrôle sur leur maladie. D'autre part, les professionnels de la santé qui s'occupent de ces patients ont peu d'occasion d'examiner et de surveiller les symptômes et de partager des conseils appropriés sur les mesures d'autosoin. L'application Anamag sera donc l'intermédiaire entre les patients et les médecins, facilitant ainsi une communication qui est directe. Les patients seront invités à collecter des données sur leurs symptômes à domicile sans avoir à se déplacer ou attendre jusqu'au prochain rendez-vous et à les envoyer directement à leur établissement médical, permettant aux professionnels de la santé de suivre leur progrès. Ils auront également accès à des informations sur leur maladie ainsi qu'à des conseils d'autosoin qui les aideront à gérer leurs symptômes en augmentant leur connaissance, leur indépendance et leur confiance en eux. Les professionnels de la santé disposeront eux, d'un système d'alerte et auront accès à un dossier électronique du patient qui contiendra des informations précises et à jour sur les symptômes d'un patient, facilitant le suivi et la formulation de recommandations qui est pertinente. Je laisse la parole à Ilham Kshbel qui va vous expliquer en détail comment l'application a été développée. Et merci.
permettant aux médecins le suivi de leurs patients auprès et de gérer les toxicités et les symptômes induits par le traitement. C'est dans ce contexte que, lors de l'élaboration de notre projet, notre objectif principal était de simplifier la navigation. C'est pour cette raison que nous avons opté comme langage la dialecte marocaine Darija. Et regardez bien que nous avons aussi utilisé des enregistrements audio et des images simples illustratives avec des codes couleurs pour les femmes analphabètes. Alors là, je vais essayer de vous expliquer ou de vous décrire quelques étapes, quelques facettes de l'application et de vous décrire toutes les étapes considérées tout en commençant par la page bienvenue. Alors, comme toute autre page ou bien autres applications sur un téléphone mobile, la page bienvenue permet de décrire brièvement l'objectif de l'application. Et la patiente, bien évidemment, n'a que appuyer sur le petit bouton en bleu pour accéder à la phase d'authentification. Alors, pour cette phase, il est noté qu'elle est un intermédiaire qui peut intervenir lors de la création d'un compte, avec un code simple, pas nécessairement que la femme change, l'essentiel qu'il est identifié selon le registre. Mais ce qui est important, qu'après une authentification qui est valide, la femme sera dirigée directement vers notre page d'accueil. Alors, cette page contient un audio explicatif en dialecte marocain et 6 rubriques contenant les effets indésirables, l'état général, la gestion des cures, la gestion des rendez-vous, et le dossier médical et ainsi que les conseils. Alors là, je vais essayer de vous expliquer chaque rubrique et de vous donner en détail chaque rubrique tout en commençant par les effets indésirables. Alors, regardez bien que dans cette page, regardez bien que nous avons aussi utilisé un audio explicatif et des images simples pour les femmes analphabètes. Alors, nous avons bien évidemment plusieurs effets indésirables. On peut citer la toxicité digestive, la toxicité gonadique, la toxicité neurologique, la toxicité cutanée, articulaire et oculaire. Maintenant, pour bien comprendre l'intérêt de notre application, on va commencer par l'explication de la toxicité digestive. Peut-être si vous pouvez résumer cette très, très belle innovation. Je vais vous donner directement un exemple de la toxicité digestive, juste pour une meilleure compréhension. Bon, bref, notre application permet de simplifier au maximum la rapportation des toxicités pour les patients. C'est-à-dire que la patiente atteinte d'un cancer du sein peut, chez elle, rapporter les toxications sans pouvoir se déplacer jusqu'à l'hôpital pour les rapporter. Donc, bien sûr, nous considérons que ce projet va être un projet innovateur à Marrakech, au Maroc et à tous les continents d'Afrique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, madame, pour cette très belle innovation pour améliorer le management et la gestion du traitement du cancer, certainement au-delà du Maroc, pour toutes les femmes au niveau du continent. Nous avons beaucoup appris sur ce projet Anamnec. Merci beaucoup. Nous venons donc de terminer la série des présentations par les entrepreneurs, les innovateurs. Maintenant, avant de donner la parole aux différents investisseurs qui sont là présents, Hatim Sharaibi, Madame Abi Sibisei, directrice de la DER, Carolina et Madame Ndei Absening. Je voulais juste certainement le professeur Gallo, directeur général de la recherche et de l'innovation, à quelques éléments de réaction par rapport à tout ce que tu as entendu dans le domaine de la recherche, qu'il s'agisse ici au Sénégal et également dans les différents pays, en Ouganda, au Maroc. Qu'est-ce que ça suscite en tant que responsable de l'innovation et de la recherche au niveau gouvernemental? Merci Salif. Très concrètement, d'après ce que j'ai entendu le terme de guichet unique et ça coïncide avec ce que, après le constat, je l'ai dit, de la dispersion de la recherche, de la méconnaissance des chercheurs entre eux,
de la méconnaissance et de l'absence de contact entre universitaires, chercheurs, innovateurs, investisseurs et monde de l'industrie qu'au sein de ce Conseil national pour la recherche et l'innovation que le chef de l'État a commandé de structurer, existe un organe qui s'appelle l'Observatoire national, qui va être constitué de 5 observatoires. 5 observatoires. L'un, c'est l'Observatoire One Health. Et l'idée des observatoires est née justement de ce qu'on a vécu pendant la pandémie COVID. Et quand le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis sur la table un pactole qui devait être réparti avec comme critère pour avoir beaucoup plus de chances d'en bénéficier, c'était que les équipes se mettent en pluridisciplinaire sur une thématique donnée. Et les gens se sont découverts et chaque fois, des projets fédérateurs comme ça ont été financés, ont donné lieu à des recherches structurées et concrètes. Ça veut dire que ça marche. Donc, l'Observatoire One Health qui a généré l'idée des observatoires. One Health avec médecine humaine et médecine animale. Deuxième des observatoires, c'est l'observatoire, je l'ai cité, STII, Sciences, Techniques, Ingénierie et Innovation. Troisième, c'est l'observatoire ANA, Agriculture, Nutrition, Alimentation. Quatrième, c'est l'observatoire 4E, Eau, Énergie, Environnement et Espace. Et enfin, l'observatoire SEED, SEEDD, Société, Économie, Éducation, Droit et Développement, qui sont les sciences sociales négligées. C'est quoi le rôle des observatoires? C'est justement que tout le monde se retrouve dans un cadre pas rigide du tout, où les gens se rencontrent, exposent, comme on vient de le faire, leurs produits, leurs envies, leurs rêves. Et dans ces forats, vous aurez non seulement le politique, mais vous aurez le chercheur, vous aurez l'universitaire, vous avez les investisseurs, vous avez la société civile. Et cela va générer concrètement des idées. Et c'est eux qui vont décider de quels sont les projets les plus pertinents, les faire porter vers le Conseil national pour la recherche et l'innovation, qui, de manière transparente, va coopérer avec l'administration de ce fonds qu'on appelle le Fonds national pour la recherche et l'innovation, qui ne va plus être administré seulement par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais très ouvert et très inclusif pour donner des moyens puissants à des projets que les observatoires auront retenus. Donc, c'est ça la réponse à ce besoin de guichet unique et c'est ça qui permet de structurer et d'harmoniser les choses dans des cadres bien précis. La deuxième chose qui sort de ce que j'ai entendu, c'est de créer des espaces de rencontre. On est en train de réfléchir, on attend encore les instructions définitives du chef de l'État. C'est des espaces avec 3 volets. Un espace B2B, c'est-à-dire où les scientifiques se rencontrent, se connaissent, échangent et autres, ce qu'on a l'habitude de faire. Nous, en tout cas, sommes dans le domaine médical et scientifique. Mais dans le même cadre, un espace chercheurs, universitaires, inventeurs et autres. Et le monde économique, c'est-à-dire les investisseurs. Les gens viennent présenter, comme vous venez de le faire, leurs produits. Et je crois que c'est ça la deuxième phase dans le débat. Et puis, bon, il y a un monsieur qui vient, ou une banque, une nation qui a un fonds, mais qui vient vous écouter et qui tout de suite, vous savez, ils sont très forts pour détecter what will be the next business. So, tout de suite. On voit tout de suite que ça, c'est quelque chose de porteur. Vous pouvez être certain que dans les minutes qui suivent, c'est un échange de cartes de visite, un rendez-vous dans le mois qui suit, mise en place d'un processus d'industrialisation ou de commercialisation, parce que j'ai entendu des choses qui doivent être commercialisées, mais qui sont utiles, qui vont transformer la vie des malades et qui sont rentables. J'ai un ami qui a l'habitude de dire que la philosophie
par exemple, qu'on trouve dans certains groupes de réflexion, c'est le Jëriñ Jëriñu. Jëriñ Jëriñu. Jëriñ, ça veut dire être utile à la société, être utile à la communauté, être utile à l'humanité. Okay? Comme celui qui a créé tel antivirus, utile à l'humanité. Jëriñ, être utile. Jëriñu, c'est qu'on en fait un moyen de vie et de survie pour soi. J'ai un exemple concret, je finis par ça, d'un brillant Sénégalais dont je suis allé visiter le laboratoire qui est à l'École normale supérieure de Paris. Vous savez, on n'entre pas là-bas n'importe qui. Concours général, bourse d'excellence, brillantes études, qui finit, qui revient dans son pays, qui a des difficultés pour trouver un job. Il retourne, je suis allé visiter son laboratoire. Ce garçon, qui n'a pas encore 50 ans, dépose au moins 1 ou 2 brevets par an. Deuxièmement, tout de suite, de ces dépôts de brevets, naissent tout de suite un business qui marche. Il est actuellement couru par de grands groupes, que ce soit dans la cosmétique ou dans le métabolisme, pour exploiter les produits des résultats de son équipe de recherche. Ce garçon gère au moins 6 projets de recherche. Le moins bien financé fait 600 000 €. Donc, je ne suis pas en train de vous parler de rêves. Je ne suis pas un décideur politique. Je vous cite des exemples concrets. C'est pour ça qu'à l'entame de mes propos, je vous ai signalé que je suis d'abord médecin, je suis d'abord universitaire. Je ne me trouve pas dans un monde virtuel dans lequel je ne veux pas qu'on sorte de ce panel avec des vœux pieux, des intentions sans lendemain. Il faut qu'on aille, et c'est ça le problème de l'Afrique, vers des choses concrètes, chiffrées, mesurables. Et c'est en le faisant et en l'exposant de manière claire et nette, c'est ça que nous ne savons pas faire aux politiques. Ils n'attendent que d'avoir des projets structurés, clairs, fédérateurs, qui viennent de nous et qui montrent qu'on impacte dans le développement, qu'on impacte dans l'économie, qui confortent la place prioritaire de tel ou tel pays dans un domaine. Et c'est ça qu'ils attendent pour diriger les budgets de tel ou tel État dans tel secteur. Ils n'ont pas cette visibilité. Il faut que nous ayons l'honnêteté de faire notre mea culpa, notre autocritique, et de nous mettre à revoir les paradigmes et les schémas dans lesquels nos rêves ne sont pas forcément les convictions des politiques. Ils ne nous connaissent pas. C'est parce que nous ne savons pas leur parler de manière structurée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général de la recherche et de l'innovation. Le dernier volet de cet espace de rencontre, c'est le contact entre chercheurs, universitaires, inventeurs et universitaires et la population. Oui, pour qu'ils voient et découvrent ce qu'un chercheur peut faire. Et c'est ça qui va faire naître chez des jeunes enfants, je m'excuse, hein, des rêves de devenir ingénieur, chimiste, parce que les seuls modèles, je n'ai rien contre ces modèles-là, ils sont fabuleux. J'en profite pour féliciter le modèle marocain de sa belle victoire hier, mais le seul modèle, c'est un excellent coureur, une brillante équipe de football, un lutteur qui peut mettre ses autres lutteurs en coup KO en 30 secondes, mais il ne voit que ça. Il ne voit pas le professeur Salif Sow, il ne voit pas le professeur Aomari Kolsek, il ne voit pas le professeur Chouli, qui les fasse rêver, et en mettant en place une sorte de foire où vous exposez vos découvertes, je suis absolument certain qu'une jeune fille en classe de CM2, à cause de ce contact-là, ou grâce à ça, va rêver devenir comme vous et inventer des applications. Donc voilà un peu ce à quoi le chef de l'État nous demande de réfléchir. Nous y sommes en plein. Et quand ce sera mieux, ce sera quelque chose de partagé et de diffusé afin que nul n'en ignore et qu'on aille vers la concrétisation. Je m'excuse, Salif, d'avoir pris quelques minutes pour compléter, mais je ne voulais pas oublier
cet aspect des choses, contact entre nous et la communauté, pour que qu'on cesse de nous prendre pour des rêveurs qui viennent de la planète Mars et qui n'ont aucun impact sur leur quotidien. C'est une réalité sur laquelle nous devons réfléchir aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Diop. Des suggestions extrêmement concrètes et pratiques qui nous permettent de sortir de la routine. Et c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est essayer de faire autrement pour qu'on puisse avancer. Merci beaucoup. Et là, vraiment, tu as lancé la deuxième partie du débat où je vais avoir l'honneur de donner la parole aux investisseurs qui ont aussi, comme toi, entendu et écouté ces différentes innovations et qui vont certainement apporter leur contribution, soit sous forme de questions ou de clarifications, mais surtout de préciser comment soutenir toutes ces innovations qui sont là. J'ai M. Hatim Shraibi, directeur du groupe consultatif Spire en virtuel. Est-ce qu'il est en ligne? Oui, je suis là. Content d'être avec Allez-y, vous. monsieur. Allez-y, Merci vous avez beaucoup. 16 Merci. minutes. Merci. Merci. Ben, je vais essayer d'être bref. Très rapidement, pour vous donner un peu de perspective, je m'appelle Hatim Shraibi. Je suis basé à Palo Alto, à côté de San Francisco, dans la Silicon Valley. Encore une fois, très heureux d'être avec vous. Je voudrais vous remercier, professeur Salif Sow, pour votre excellente modération, de même que du docteur Chibi. Et je voudrais aussi remercier son Excellence, la ministre Awa Maricol-Seck, pour son invitation, de même que le reste du comité de Galia. En fait, moi, j'ai été agréablement surpris par toutes les interventions. Je voudrais remercier tous les innovateurs qui sont aujourd'hui avec nous, Monsieur Diop, Dr Ranimi, qui a la même origine marocaine que moi, ainsi que Madame Courchevel, et bien sûr Brenda et le docteur Bendo Ginzi. Donc, toutes ces présentations étaient excellentes. Mes commentaires à moi ont une perspective beaucoup plus, disons, américaine, dans le sens de l'investisseur à l'extérieur de l'Afrique. Et je suis impliqué dans plusieurs projets qui sont des projets africains pour l'Afrique, notamment un projet de santé digitale qui est financé par la fondation Bill Gates, à travers un organisme qui s'appelle l'African Diaspora Network, qui est basé dans la Silicon Valley, qui fédère les Africains des États-Unis. Et donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui est très prometteur. Et donc, il y a une partie qui a été posée par les innovateurs en termes de réglementation, d'infrastructure des gouvernements africains. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est très important aussi d'avoir une perspective internationale. Même si on veut créer des innovations africaines pour les Africains, on a besoin de partenaires stratégiques qui sont les organismes de financement, bien sûr, mais aussi les grosses compagnies qui sont intéressées en fait par l'innovation. Je pense que les Américains, par exemple, sont très pragmatiques. Ils savent que les bonnes innovations qui peuvent adresser les problèmes africains doivent venir d'Africains. Et ils sont prêts à investir. Ce que nous, on doit faire comme Africains pour pouvoir capter ces fonds d'investissement et les investissements des États-Unis, c'est de pouvoir présenter des présentations en fait que eux peuvent comprendre, c'est-à-dire avoir cette structure. L'une des choses, je fais ma présentation en français, j'aurais pu la faire en anglais, et je suis quand même, même en tant que francophone, pour moi, il est très important qu'on puisse dominer la langue anglaise, faire des présentations en anglais, parce que les investisseurs américains, en fait, sont très pragmatiques. Ils vont vouloir qu'on présente dans leur langue. Et c'est pas juste pour les Américains. Il se trouve que l'anglais devient, en fait, une langue internationale et qui est utilisée dans tous les différents marchés, que ce soit la Chine, l'Asie. Donc, avoir cette domination de l'anglais, moi, je pense, est très important. Donc, à mon avis, il y a une partie qui incombe au gouvernement d'avoir un écosystème structuré pour l'innovation en Afrique, mais il est aussi très important. D'ailleurs, grâce à la pandémie, le monde devient plus virtuel. Et moi, j'assiste aujourd'hui, par exemple, l'organisation dont je vous parle, l'African Diaspora Network, a un programme d'accélération
pour les startups africaines aux États-Unis. Donc, à mon avis, cet échange virtuel entre les startups et les innovateurs africains et les États-Unis, entre autres, est très, très important. Donc voilà, et je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à des questions particulières. Et je vais aussi offrir mon email pour les start-upers, les innovateurs qui sont présents, mais aussi pour collaborer, bien sûr, avec les autres institutions qui sont présentes ici. Et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir parmi vous. Je suis honoré par votre invitation et je reste à votre disposition pour les questions ou commentaires. Merci beaucoup, Monsieur Hatim Cheraibi. Vous démontrez une fois de plus que la diaspora scientifique africaine peut bien contribuer également au développement du continent. Et ce sera avec plaisir tout à l'heure que nous aurons vos contacts, emails, tout ça, pour pouvoir contribuer et surtout faire la liaison entre les jeunes chercheurs qui sont là et surtout la recherche de financement. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans un environnement anglophone et pour capter les financements, il y a une stratégie. Et ce serait bien que vous puissiez aussi contribuer à l'attractivité de ces financements pour nos jeunes chercheurs africains. Avec plaisir. Et c'est ça le rôle de la diaspora africaine, scientifique dans ces domaines-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Maintenant, c'est un plaisir d'introduire Madame Abi Sey, directrice de la générale de la délégation à l'entrepreneuriat rapide d'AIR au Sénégal. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir, en tous les cas, de représenter l'ADER à nouveau associé au Forum Galien. Donc, je me présente, Dr Mam Abi Sey, déléguée générale de la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Alors, je ne suis pas docteur comme vous dans le domaine médical. Je suis docteur en sociologie et démographie. Mais voilà, je manifeste vraiment un intérêt particulier à tous les débats, à toutes les interventions que nous venons d'entendre, aussi bien du côté des innovateurs, mais également sous l'autre angle où on parle d'investisseurs, mais où on a aussi parlé de cadres. Je pense que l'ADER peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est une structure que le chef de l'État a mis en place en 2017. Elle vient de fêter ses 5 ans pour accompagner l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. Quand on dit accompagner, c'est 2 types. C'est d'abord un accompagnement non financier et un accompagnement financier. Et d'ailleurs, c'est un peu réducteur de nous mettre toujours dans les investisseurs, puisque justement, cet accompagnement non financier est le prérequis justement pour pouvoir parler de financement. Alors, je suis très heureuse d'entendre aussi le professeur Gallo-Diop parler aujourd'hui un peu de cette ouverture, de un peu comment rendre moins complexe, décomplexifier un peu le monde de l'innovation, de la recherche médicale avec le reste. Parce que c'est peut-être ça qui va favoriser, rendre plus accessible, humaniser aussi, pour permettre à des investisseurs, pour permettre aussi à des jeunes innovateurs de pouvoir savoir qu'il y a des opportunités qui s'offrent à eux. Effectivement, c'est des décloisonnements aujourd'hui et nous saluons effectivement que ce conseil ait pu se tenir et qu'il y ait eu des mesures, en tout cas des orientations salutaires qui ont été prises par le chef de l'État pour permettre justement cette circulation, pour permettre de démocratiser et pour permettre de lever ces barrières tout simplement liées au fait de la méconnaissance ou la non-connaissance tout simplement du monde médical, de l'innovation, de la recherche. On a l'impression que c'est toujours très élitiste, où ça appartient à une certaine population. La DRFJ, pour revenir un peu à cet instrument qui a été créé donc pour accompagner l'entrepreneuriat FJ, femmes et jeunes, donc avec un parti pris assumé et réel pour l'État du Sénégal d'accompagner les femmes et les jeunes.
et de mettre l'accent dessus. Donc, une vraie discrimination. Il y a deux moyens ou il y a deux façons aujourd'hui de chemin pour accompagner. C'est d'abord des initiatives individuelles. La DER a accompagné, je vois d'ailleurs dans la salle des structures que la DER a accompagné, des entrepreneurs, donc des startups, dans leurs activités liées à la e-santé. Et je vais en citer juste quelques-unes. Il y a Scène Vitale, il y a la solution Durel avec Awanyai qui est dans la salle et qui, j'espère, aura l'occasion de nous expliquer un peu sa solution innovante. Il y a Eon aussi, mais il y a eu également, je pense, un peu je dirais pas le point déclencheur, mais c'est cette période de Covid qui a permis un peu, voilà, de se rendre compte que voilà, le monde de la recherche, le monde scientifique est éminemment lié à nos vies au quotidien. Et c'est ce qui a fait aussi pour la DER, qui a suscité l'intérêt pour la DER de s'intéresser un peu à ces startups et de devoir les accompagner, d'accompagner les jeunes. Et pour cela, il y a un fonds qui est dédié, c'est le fonds de soutien à l'innovation. C'est un fonds de 3 milliards de francs CFA par an, et où nous levons tous les ans avec d'autres financeurs, d'autres investisseurs pour accompagner cet écosystème. Alors, c'est un fonds pas uniquement dédié à la santé, mais c'est tout secteur confondu, mais avec une part belle, et on s'est rendu compte que ce regain, cet appétit est né avec la Covid. Donc, c'est voilà, un fonds où nous avons, parce qu'aujourd'hui, avec le PAP 2A, on sait que la souveraineté sanitaire aussi, c'est la sécurité sanitaire aussi, c'est un enjeu fort. Nous allons mettre l'accent davantage. Alors, il y a un autre volet où nous accompagnons aussi, parce que la DER aujourd'hui, c'est plus de 200 000 bénéficiaires qui ont été accompagnés. Je le disais, tout secteur confondu, sur des principes d'inclusion sociale et d'équité territoriale. Et dans cette inclusion sociale, n'oublions pas qu'on est au Sénégal avec une population informelle très forte. Et à travers un produit qui s'appelle le nanocrédit, c'est un produit d'amorçage pour accompagner les femmes, généralement des jeunes, mais surtout des femmes. Nous avons mis en place depuis le 15 novembre dernier une mutuelle de ces entrepreneurs. Alors cette mutuelle, mutuelle santé, elle a été mise en place avec l'Agence nationale de la couverture maladie universelle du Sénégal, puisqu'on attend des structures de l'État justement qu'il y ait une synergie, une complémentarité pour éviter qu'on s'essouffle et surtout qu'on rationalise les ressources. Cette mutuelle, elle est née, je peux dire, sur une demande des bénéficiaires du nanocrédit. Bien évidemment, c'est des femmes qui ont une activité en général de commerce et qui ont aussi la responsabilité des enfants, la maison, les charges et autres. Et la santé, on sait que c'est un pèse lourd dans les familles et ça permet aussi de sécuriser et de pérenniser aussi les crédits qui leur sont octroyés. Donc, cette mutuelle a été créée à leur demande, mais aujourd'hui, nous avons le devoir de les accompagner. Aujourd'hui, c'est une mutuelle. Demain, ça va être une couverture sur la sécurité sociale et nous comptons aller beaucoup plus loin, qui sait, peut-être dans les logements sociaux ou autres. Donc, c'est un pacte, je dirais, d'inclusion sociale. Un pacte dans le sens où, avec des engagements respectifs de part et d'autre, qui puissent nous permettre d'accompagner, au-delà de dire que c'est un accompagnement technique dans l'éducation financière, ou si c'est des startups dans l'incubation, la pré-incubation ou l'accélération, c'est derrière aussi de pouvoir veiller à pérenniser ces revenus en mettant en place des dispositifs qui puissent assumer. Puisque n'oublions pas, nous avons une économie qui est à 90% informelle, donc on ne va pas les laisser derrière, nous devons les embarquer. Et pour les embarquer, c'est de veiller derrière à ce qu'il y ait cet accompagnement. Donc très rapidement, si je schématise aujourd'hui l'accompagnement de cette structure mise en place par l'État, donc la DER/FJ, c'est d'abord un accompagnement individuel, donc on accompagne des startups individuellement, mais également avec aujourd'hui des programmes que nous mettons en place avec d'autres structures de l'État, notamment cette mutuelle qui vient d'être lancée le 15 novembre dernier. Et nous comptons poursuivre. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale, d'avoir partagé ces informations. La DER aujourd'hui très, très bien connue dans l'écosystème ici au Sénégal, avec des résultats extrêmement palpables et
sur le plan de l'accompagnement pour le développement des femmes et des jeunes. Merci beaucoup et félicitations pour tout ce que vous faites dans le domaine de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Carolina, qui est la directrice associée Innovation Santé Globale, Grand Challenge du Canada, et qui va intervenir en virtuel. Madame Carolina, est-ce que vous êtes avec nous? Yes. Hi, can you hear me? Yes, we can hear you, madam. Oh, great. Okay. Sorry, there might be a little but thank you very much for inviting me. I'm sorry, I will have to do this in English. I wish I was more bilingual, living in a bilingual country, but unfortunately I am not. So thank you again, members of the forum, for inviting me to speak at this really important event. I'm really happy to be here. Really great to hear all the innovators that presented today. In our past over 11 years of operation, most of the funding, over half of our funding have gone to innovators in sub-Saharan Africa. But that doesn't actually encompass all the applications we get from all across Africa that unfortunately were great ideas that we couldn't fund. And I'm really glad to see there's just so much more that we haven't even picked up and that we're now being exposed to, that hopefully I can follow up with many of you after this forum. We haven't, unfortunately, focused or had as much applications from West Africa, and probably because of the first investor that spoke, it's because of that language barrier. And it's something that we're hoping to overcome. You know, the interpreters for this forum have been excellent, and it's been really great. And I think there's ways to overcome it if we really try. And I think for us, that's one of our goals, is that we want to fund at least 30% of all our applications, at least going forward, are based in West Africa and primarily in the Francophone countries. So that's an encouragement to all of you to please apply, seek information. We are bilingual technically in our organization, and we will strive to address all the issues in French and in English and leverage interpretation services as well. So we don't want to miss any of these great ideas coming forward, because we do know many are missed. I think many of you talked about you know, the intersectionality of women and youth entrepreneurship being really key to all these areas in innovation in all areas, especially in health, which is where we focused. And that's becoming a bigger focus. For us, it's always been trying to promote more women entrepreneurship. But increasingly, particularly in our global mental health program, we've actually been seeking more youth entrepreneurship, because there's a lot of work to be done in prevention, and a lot of times it starts in adolescence. So that's a big growing focus for us going forward. And especially in sexual and reproductive health and rights, that's something that's of very big importance as well. I know some of the investors talked about financial and non-financial supports, which are very important for the success of all the innovators, and it's something that we strive to provide. Obviously, the financial aspect, we provide funding in very early stages of scaling. We don't fund necessarily at the end stage where you're looking to scale in many, many different countries. We're really hoping to bridge this very big gap in the beginning, from testing and proof of concept over to starting to transition to scale. And that's really our focus. And hopefully we can connect with some of you that need some of this funding in the future. But the non-financial component is very important. More and more, we're starting to see that the need to plan ahead for sustainability is so crucial. And particularly when you talk about what partnerships people need, this type of forum in the marketplace that the Director General previously spoke about is so crucial to bridge that gap between demonstrating your idea works, is effective, to actually making it sustain and actually scale and bring on partnerships. So that's something that we're striving to do a lot better on, in working with various different partners on the ground, as well as government partners. And it's something that we think is pretty crucial as we start funding larger and larger ticket, move along the spectrum in our funding cycle.
The other thing I'd like to emphasize that I don't know will be covered in the forum or not is also the underlying threat of climate change. And it's something that we're starting to take a lot more seriously in terms of that intersectionality between all climate and health impacts. And we just recently launched our first call, probing for exploratory ideas on how to mitigate or adapt to climate change, because it is happening already and it's already affecting people in all our countries. We're seeing that pregnant women are actually adversely affected by increased heat waves. So we want to see more of these ideas that impact health across the spectrum, particularly related to climate change. So intersectionality for us is increasingly more and more important across many different areas of health. I'll pause there, but many great ideas today that I'd love to reconnect with after this forum. Thank you. Thank you, Carolina. The grand challenge du Canada d'avoir donné ces opportunités à saisir, hein, parce que les dépôts de demandes peuvent être faits en anglais comme en français, et c'est un grand challenge qui fonctionne depuis plus de 15 ans. Donc, des opportunités de financement à saisir. Et certainement, le secrétariat du Forum Gallien a les contacts de cette dame-là via les Grands Talents du Canada pour participer à ces financements de toutes ces idées sur le plan de l'innovation. Maintenant, je vais donner la parole à Madame Ndeye Absa-Gning, qui est de la Banque africaine de développement, capital humain, jeunes et développement des compétences. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Chair. J'ai un petit rhume, donc je m'excuse par avance pour ma voix. Je voudrais déjà remercier les organisateurs de nous avoir invités à cet illustre événement, parce que je pense qu'au-delà du fait de rassembler les acteurs, nous sommes en train de mettre en place les solutions et les stratégies qui vont permettre de répondre à la plupart des défis. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, Chair, prendre la casquette de l'investisseur, de l'entrepreneur plutôt, avant celui de l'investisseur. De l'entrepreneur parce que dans le cadre de mon intervention à la Banque africaine de développement, je dirige ce qu'on appelle le laboratoire pour l'innovation et l'entrepreneuriat. En gros, je suis une start-up au sein de la Banque africaine de développement. Et donc, notre rôle est d'accompagner les entrepreneurs à travers ce qu'on appelle les organisations de support aux entreprises. Il s'agit des incubateurs, des accélérateurs, des fonds d'investissement, parce que seuls, sans réseau, les pépites, les idées qui naissent de ces genres d'initiatives peuvent être laissées à eux-mêmes. Et donc, il faut un accompagnement non financier, comme le disait tout à l'heure Madame Abissey. Et le système de santé africain est confronté à d'importants goulots d'étranglement. Je pense qu'on en a tous parlé. Et 5 ont été définis dans le cadre de l'intervention de la Banque africaine de développement. Et je suis heureuse de constater que tous ces points-là ont été approchés par les différents start-upers qui ont eu à faire leur pitch. Le premier, il s'agit du fait que la densité moyenne des lits sur le continent serait de 1,3 sur 1000, comparé à 3,1 en Amérique latine et à 6,1 en Europe. Et donc, je suis heureuse de voir que des solutions technologiques telles que l'application pour la lutte contre le cancer sont mises en place pour pouvoir éradiquer ou absorber cette absence physique de lit pour pouvoir accompagner les patients. Le deuxième point, c'est que 31% de la population africaine vit à plus de 2 heures du centre de santé le plus proche. Ce problème a été brillamment expliqué, il me semble, par Dr Brenda avec CAR. Et en ce sens, nous permet de comprendre qu'il y a des solutions à apporter. Le troisième point, la moitié seulement des établissements de santé primaires ont accès à des systèmes améliorés, notamment l'accès à l'eau, à l'assainissement
et aux points relatifs à l'environnement. Et Walter du Gabon nous a éminemment montré qu'on pouvait prendre des ressources naturelles que nous avons pour les exploiter au service du bien-être des populations. Le quatrième point, c'est que 15% seulement de la population africaine a accès à des services de diagnostic, jusqu'à 50% des diagnostics essentiels étant inexacts. Raja nous a brillamment rappelé qu'il était possible de diagnostiquer tout en étant loin des patients et en étant loin des lieux d'intervention. Et enfin, la densité du personnel de santé qualifié est seulement de 1 pour 1000 personnes, ce qui est inférieur à l'objectif de 2,3 pour 1000 fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Et Ben nous a expliqué combien il était important avec Scène Vitale de pouvoir pallier à ce problème. Tout cela pour dire que je pense qu'il est pertinent d'identifier les acteurs de la chaîne de valeur, en sachant que le gouvernement ne doit pas et ne peut pas tout faire. Et dans ces chaînes de valeur-là, il y a les scientifiques, il y a les docteurs, il y a les médecins, mais de plus en plus, vous aurez remarqué qu'avec la health tech, il y a les innovateurs, il y a la technologie, il y a les développeurs et il y a le IT. Mais il y a deux structures qui, à mon avis, ayant une visibilité sur d'autres pays qui ne sont pas forcément francophones, font la différence avec ce qui se passe dans les pays francophones et au Sénégal. Le premier, c'est qu'ils investissent dans les organisations de support aux entreprises, les incubateurs, les accélérateurs. Monsieur Schreiby, qui est à San Francisco, il me semble, conviendra qu'il est important de galvaniser ceux qui vont donner cet instinct innovateur à nos entrepreneurs. Le gouvernement n'a pas forcément la latitude de faire du design thinking. Et le deuxième point qui est très, très important, à mon avis, c'est l'université et tout ce qui est académique. Parce que c'est là où se feront les tests dont on a parlé dans le panel tantôt, les tests, les prototypes, le fait de pouvoir essayer les idées à une échelle beaucoup plus réduite avant de la planifier à une échelle un peu plus importante. Et je vais peut-être terminer mon intervention avec les opportunités. Saviez-vous que depuis début 2022, 121 millions de dollars ont été investis par le secteur privé. Je ne parle pas de gouvernement, mais par le secteur privé, dans ce qu'on appelle les deals. C'est des startups. 121 millions de dollars, c'est 75 milliards et poussière. Et celui qui a été capable de mobiliser le plus de revenus s'appelle M-Pharma. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils sont au Ghana. J'ai eu l'occasion de rencontrer le CEO. Il a mobilisé 35 millions de dollars cette année. Comment? En mettant en place un système tel que les pharmacies agissent en quelque sorte comme des structures de santé. Il l'a appelé Mouti, c'est une franchise qui fait que vous pouvez vous diriger dans n'importe quelle pharmacie Mouti et vous aurez également la même chose, le même niveau de service que si vous alliez à l'hôpital, grâce à la télémédecine, grâce à d'autres devices. Et donc, mon invitation pour les startups qui ont eu à se présenter serait de se rapprocher de ce genre de deal pour pouvoir apprendre au-delà de l'innovation, passer au-delà de l'aspect « I created something new », j'ai créé quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, mais plutôt penser à l'impact et à l'aspect investissement. Comment est-ce que j'ai de l'impact et comment est-ce que j'arrive à dupliquer cet effort-là, cette idée au sein de plusieurs autres pays ou de plusieurs autres organisations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Absa-Gning, pour ces informations. Je pense qu'au niveau du secrétariat, on a pris note parce que ce sont des recommandations, des suggestions extrêmement importantes pour qu'on continue à faire mieux que ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Maintenant, mon co-modérateur qui était en ligne avait des difficultés et je voulais vraiment lui donner la parole pour qu'il dise un mot
avant qu'on ouvre 15 minutes de discussion par rapport à toutes ces idées, à toutes ces recommandations qui ont été faites durant ce panel. Dr. Chibi, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, yes. allez-y. Can you hear me? Yes, Yeah, we can hear. Thank you very much, co-moderator. I was just telling the facilitators that my co-moderator is doing a fantastic job, and I wish him really to continue. Unfortunately, I couldn't make it to Senegal due to some personal circumstances, but I must emphasize that I'm definitely with you, and I've been listening to the amazing work that the innovators are doing, and I'm really encouraged, to say the least, and also the enthusiasm that the funders are showing in supporting these innovators. And this is exactly what here at WHO, for many years now, we've been trying to advocate that the issue of innovators, support is not only around finance, but they need those skills, business development skills, ecosystem support. And I was happy to hear some of the funders really alluded to the fact that once an innovation ecosystem is strengthened, then you obviously foster the development and scaling up of innovations in a sustainable way. One way that I just want also to give to our innovators is the future of medicine is here and now. New entrants are disrupting the healthcare system. And when I was listening to, for instance, Karo healthcare model, that's very disruptive. And I can even see our primary healthcare approach taking that route, equipped by telemedicine tools and equipment. And this is the future of healthcare system. Life sciences is industrialized now. Data is the new healthcare currency, and the culture, even within the healthcare ecosystem, is transformed by digital technologies. And the quantified self is alive and well. And seize this opportunity. You are growing up in an era where opportunities are vast. Look at the emerging technologies, the point of care diagnostics, the artificial intelligence, biosensors and trackers. These are some of the opportunities that you just need to tap. And everyone around you is there to support you. We are really eager to support you as WHO, but just know that identify a problem and make a challenge and make a difference. Just say, this challenge, I'll confront it and I want to make a difference. And you're not going to make a difference alone. You have supporting structures around you. Just recently, we published a very interesting paper on how national government can really strengthen the innovation ecosystem. And I'll share that on the chat after my remarks. From how the national government should set up coordination mechanism, governance mechanism, how data is shared, some of the policies, you realize that policy coherence is also an issue in many countries. All these issues really need to be tackled head on. But I'm actually very optimistic about where we are going as Africa and where we are going with our cohorts of such ingenuity and creative youth that have just been exhibited this afternoon. Thank you so much, co-moderator, and you're doing a fantastic job, and may God bless you. Thank you so much, my co-moderator, Dr. Chibi. Thank you so much for your contribution. Maintenant, on a à ma montre 12 minutes qui nous restent sur le temps qui nous était alloué. Peut-être prendre 2 ou 3 contributions
avant de conclure ce beau panel. Hein? Oui. Sir Gallo Diop, allez-y. Je voudrais juste demander à nos deux formidables sœurs de la DER et de la BAD. Il y a un chiffre qu'on entend et je voudrais en avoir confirmation ou information où il semblerait qu'au bout de, je peux citer 2 ans ou 5 ans, seuls 15 à 20% des startups ont survécu et sont successful. Est-ce que ça, c'est ce que vous constatez ou pas et quelles leçons en tirer si vous confirmiez ces chiffres ou cette tendance en tirer pour nos jeunes innovateurs? Merci, Gallo. Madame Ndeye Absa et Madame Abiss, allez-y pour répondre à cette question. En attendant, je ne vois pas de main levée. Allez-y, la DER. Merci, professeur. De manière spécifique, en ce qui concerne la DER, depuis sa création, effectivement, elle a accompagné 415 startups. Quand on dit accompagner, c'est de la formalisation aujourd'hui à tout le parcours d'entrepreneur, en fait, qui commence à la formalisation, par la formalisation, la formation, l'incubation, pré-incubation, accélération, etc. et financement derrière. Et aujourd'hui, c'est 415 startups qui sont toujours suivies par la DER à travers donc ce fonds de soutien à l'innovation. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de startups, en tout cas, je parle de notre vivier aujourd'hui. Il doit y avoir des études beaucoup plus quantitatives et qualitatives qui doivent nous donner. Et je pense qu'avec la DPME, c'est des choses que nous pouvons avoir. Mais aujourd'hui, parmi les 415 startups qui sont accompagnées par la DER, nous ne pouvons pas parler aujourd'hui d'une structure qui a périclité ou pas, puisque nous avons derrière le devoir, justement, l'impératif de suivre et parfois de restructurer les projets, parce que ça aussi, c'est une réalité, de revoir les projets, les ambitions, ou parfois à la hausse ou à la baisse, mais c'est des structures qui sont accompagnées par l'ADER et qui sont toujours dans le vivier de l'ADER. Donc, c'est 415. Et nous espérons et nous avons l'ambition justement d'aller beaucoup plus loin, puisqu'un nouveau fonds a été mis en place avec la Lions Tech Invest, où aujourd'hui nous sommes avec d'autres investisseurs, notamment la BPI, Proparco, l'AFD également, pour pouvoir aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire, puisque l'appétence existe. Et c'est nous, si nous voulons combler justement ce gap, et tout secteur confondu, et là justement, on n'est pas en train de parler uniquement du secteur que de la santé ou voilà, universitaire, nous devons unir nos forces et pouvoir les accompagner davantage. Merci. Merci beaucoup. Madame Abissé, avec qui je partage d'ailleurs justement les résultats parce que la Banque africaine de développement a financé à hauteur de 70 millions de dollars le PAVI de l'ADER. D'expérience, en fait, il y a 2 points. Le premier point, c'est la définition de la start-up. Si on applique les conditions de la Silicon Valley à la définition de la start-up africaine, on ne va jamais réussir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Beaucoup d'économistes se trompent à calquer le modèle de la Silicon Valley pour l'Afrique. Et c'est ce qui explique les chiffres alarmants qui font que ça ne marche pas. Mais de notre perspective, et là encore, j'ai les 79 listes de startups qui ont amassé de l'argent, ça veut dire qu'ils sont capables, les investisseurs leur font confiance. C'est-à-dire qu'en gros, si nous arrivons à modéliser une start-up avec nos réalités africaines sur la base des problèmes identifiés sur le terrain et en leur donnant l'écosystème nécessaire dont parlait tout à l'heure Moredrek pour pouvoir avoir le suivi avant même le financement, ils vont réussir. Par contre, j'ai vu des start-up qui ont lamentablement échoué, qui étaient extrêmement brillants, mais à partir du moment où on a injecté un capital important, ils n'avaient pas été capables
de préparer ce financement important, c'est parti en vrille. L'équipe a été divisée, d'autres ont fait un détournement d'objectifs, ils n'avaient pas les compétences d'accompagnement non financier. Mais les startups fonctionnent et il y a des success stories pour ça, en Afrique. Merci beaucoup, mesdames, pour ces réponses. Oui, chers collègues du Maroc. Le micro baladeur, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. En fait, nous avons vécu cette matinée, je dirais, on a vécu 2 temps. Avant ce panel, ce matin, on a entendu en fait l'expression de la jeunesse africaine, ses craintes, ses difficultés, etc. Et le deuxième temps qui était extraordinaire, en fait, on a vu donc avec grand optimisme les innovations, les solutions, etc. Et ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire entre 2 temps quand même de cette matinée, on voit vraiment la réalité africaine. Et là, à mon avis, il faut qu'on passe à des recommandations concrètes. Avec le premier panel, on a évoqué la question, et là, ça me fait plaisir, mon ami professeur Gallo Diop, avec qui, depuis longtemps, on a lancé la Société africaine de neurosciences, etc. Je crois que l'édification d'un observatoire académique africain sur les questions de la santé et de l'environnement, c'est quelque chose qui s'impose. Bon, ça me fait plaisir d'entendre déjà au niveau du Sénégal, sous la présidence du président Macky Sall, cette conception des différents observatoires, mais je crois qu'on a intérêt, professeur Gallo, et il faut qu'on travaille ensemble pour concevoir quelque chose d'unifié, à mon avis, sur justement toutes les questions adaptées à nos conditions africaines dans un observatoire académique africain, et rien n'empêche à ce que justement Dakar et le Sénégal puissent abriter, à mon avis, une telle structure. Il est très bien placé dans cet espace, notamment donc, africain, à mon avis, vraiment de jouer ce rôle très important et qui sera l'interface extraordinaire entre chercheurs, innovateurs, industriels, donc investisseurs, etc. Et à mon avis, sincèrement, s'il y a une recommandation principale, et professeur Gallo, alors là, je vais vous suivre comme toujours, et ça me fait vraiment félicitations quand même avec votre nouveau poste. Et par rapport à tout ce qu'on a fait déjà auparavant, je crois qu'on a une grande responsabilité aujourd'hui d'aller vers l'avant parce que la jeunesse africaine, je ne sais pas si vous étiez ce matin, on a entendu vraiment l'expression de beaucoup de craintes, beaucoup de difficultés et on a la responsabilité historique d'essayer d'aller vers des solutions concrètes pour cette jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes, the last one, Lavini. Thank you very much. Excellent panel, excellent ideas. Thank you. Very, very encouraging. And I'm very glad to hear the large numbers of organizations, companies that you have invested in and that they are growing. And, you know, when we talk about innovation, yes, Silicon Valley, then we talk about India, then we talk about East Africa, but now we see a great deal of momentum coming to West Africa, both Anglophone and Francophone. So that's very encouraging. The area that we work in with the African Union, with UN agencies, is in knowledge and learning dissemination. What we say is learning without borders. We work in 20 different languages, including Arabic, French, etc. What we often see missing is the verticalization or often a support of a company or an organization or department. But there is so much common learning that can be shared between companies, organizations, departments. And often the same companies are going through the same cycle from birth to adolescence to maturity. So, and putting all of that together in current days and current technology, where all the learners can learn very rapidly, and it's an investment that would support all the potential learners on an ongoing basis. So that's something I would love to hear if that's something that you're working on, you have worked on, and if so, we can also continue the discussion later on. Thank you. Thank you, Professor Lalvani. Mesdames et messieurs, malheureusement, nous sommes tenus par le temps
Il nous reste juste 2 minutes pour conclure. Je voulais vraiment, au nom du Forum Galien, vous remercier pour vos contributions, les investisseurs et les innovateurs. Je dirais que le futur est extrêmement brillant. Il y a énormément d'espoir, ce qu'on a entendu ce matin dans le domaine de la santé, mais c'est la même chose également dans les autres domaines, sur le plan agro-pastoral, agriculture, pêche. La dernière fois, nous étions à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est au nord du Sénégal, et on a vu des jeunes hyper intelligents, juste deux projets qui sont vraiment innovateurs, parce que tout ce que nous faisons doit avoir un impact sur le développement de nos pays, sur l'amélioration de la vie de nos populations. Juste 2 exemples rapidement. Un qui a développé une dame qui était en master en biologie et qui a développé une idée d'innovation extrêmement importante sur comment améliorer la qualité du poisson séché ici au Sénégal. Le processus de fermentation fait que 60% des poissons du stock qui devaient être séchés pourrissent parce que ces femmes-là, en milieu rural, ne savent pas, et même tout après ici, mes parents lébou ne savent pas comment faire cela de façon toute. Elle a développé une petite solution qui coûte 5200 francs CFA, un flacon, avec tout ce qu'il y a là-dedans pour diminuer le taux de perdition de poissons fumés et qui pourrissent. Et qui, d'habitude, c'était 40% qui perdent, actuellement 5%. Juste une petite application. Le deuxième, c'est un jeune aussi de l'université Gaston Berger en informatique qui a développé un système sur comment réduire, aménager et tenir compte du vol de bétail, qui est un problème de la sous-région au niveau de l'espace CEDEAO. Juste pour dire que ce sont de très petites idées, des innovations. Maintenant, ce qui reste à faire, et c'est ce que disait le professeur Gallo Diop, comment passer à l'échelle. On a de très bons exemples. Vous avez donné l'exemple du Maroc un peu partout. Mon collègue également, le docteur Diop. Mais comment passer à ces petites innovations, à en faire le passage à l'échelle pour que ça puisse avoir réellement un impact au niveau des populations. Je voulais vraiment vous remercier pour toutes ces belles idées. On aurait souhaité continuer la conversation, la communication et surtout recueillir les idées, les questions de l'audience, mais le temps qui nous est imparti est fini. Et je voulais juste terminer pour que, au niveau du Forum Galien, qu'on puisse faire mieux, notamment l'année prochaine, qu'on puisse voir les progrès qui ont été réalisés. Et je voulais terminer en citant une citation d'un de nos maîtres qui disait que bien dire, bien écrire ne sont rien sans rien faire. C'est-à-dire on a tellement généré des idées, maintenant il faudrait qu'on puisse passer à la mise en place effective de toutes ces idées-là. Bien dire, bien écrire ne sont rien sans rien faire. Donc je voulais vous remercier et vous souhaiter un excellent appétit pour ce déjeuner-là et nous revenir, Bouba, à quelle heure? 14h. 14h30. Merci beaucoup et bon appétit. Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du Forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre,
le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche.